Bonjour tout le monde, et merci d'assister à cette presse. Donc, je vais vous présenter Alpaca. Alpaca, à travers ma contribution à travers Alpaca. Donc Alpaca, c'est un projet de connecteur pour Acastream. Donc rapidement, moi je suis data ingénieur à Tambo, une boîte qui fait de l'achat programmatique de publicité sur vos téléphones mobiles. Quand vous voyez des petites pubs qui apparaissent, on gagne des sous. Au quotidien, c'est Kafka, on consomme du Kafka avec AK, Acastream, et on fait des cubes de data pour faire des statistiques et pour que le business puisse mieux cibler les pubs où on envoie des pubs. Donc Alpaca, c'est un connecteur, c'est un projet communautaire, drivé quand même par Lightbend. Donc ça permet de bénéficier d'un review de gens taillés. Un minimum, il y a 23 connecteurs actuellement. Et ça s'inspire beaucoup d'Apache Camel, pour ceux qui connaissent. C'est un logiciel Apache qui fait beaucoup de connecteurs, beaucoup de patterns d'entreprise. Il y a 79 contributeurs, c'était au moins la semaine dernière. Et Alpaca, je pense que c'est un jeu de mots, c'est un camélidé, comme les chameaux ou ces bestioles. Rapidement sur Adoc, parce que c'est un projet qui est communautaire, donc il faut de la documentation. Elle fait partie du code, elle fait partie du GitHub. Elle est bien drivée, parce que ça vient d'un outil que Lightbend développe, qui s'appelle Paradox, qui permet de linker vos snippets avec la doc. C'est quand même bien d'avoir du code qui n'est pas mort dans une doc, c'est important. La CI qui tourne sur Travis, AK 2.4, 2.5, Scala 2.11, 2.12, et Docker Compose pour les tests d'intégration. Ça a un impact aussi, parce qu'il faut que le code soit compatible avec tous ces machines. Et rapidement, sur l'interopérabilité avec Java, ce n'est pas une option. Hein. C'est vraiment dans la policy de Lightbend de dire que le Java, ce n'est pas seconde zone. Donc il faut se cogner les API en Java aussi pour qu'elle soit friendly, c'est pas toujours rigolo. Mais il faut le faire. Alpaca, c'est un projet qui a commencé il y a un an, je crois, c'était en décembre, il y a je ne sais plus quelle année, l'année dernière. Voilà, la progression, il y a 4 connecteurs, là on est à 23, c'est une bonne pente. Donc un connecteur, rapidement, qu'est-ce que c'est? On va vouloir écrire dans une source de données qui n'est pas dans le système d'acteurs d'Acastream. On va vouloir écrire, donc via un sync, lire via une source, ou alors écrire en passant par un flow. Donc on a des éléments qui arrivent, on peut passer dans un seul flow, ça écrit dans la base, puis ça continue les éléments pour d'autres traitements downstream. Ou à l'inverse, ça je n'ai pas fait moi personnellement, c'est enrichir un flow à partir des données d'une base de données. Un flow, rapidement, c'est une source, un flow, c'est un peu cursif comme définition, et un sync. Tout ça, on voit, sont des graphes d'une source shape, c'est type paramétré. Alors, c'est pas formel, hein, c'est une grande ligne. Quand on assemble le tout, on a ce qu'on appelle un runnable graph. C'est un graphe, encore une fois, qui est closed, donc qui est jouable, on peut le runner, on peut run dessus, ça va partir, le traitement va partir. Donc, il y a rapidement cette notion de graph stages, qui vont être des éléments élémentaires de votre flow. C'est là qu'un connecteur, ça va être un graph stage en fait, qui va se positionner quelque part sur le flow. Donc un graph stage, qu'est-ce que c'est? C'est une shape. Je vais revenir dessus, mais grosso modo, c'est la topologie de votre stage. Combien il y a d'entrées, combien il y a de sorties. Une logique, parce que bon, après, il va faire quand même quelque chose, hein, il ne va pas tout prendre ou tout forwarder ou un traitement, et un materializer. Materializer, c'est la partie la plus délicate à appréhender, je pense, parce qu'on n'a pas toujours besoin du premier coup. Donc je vais prendre dans les shapes, oui, alors, rapidement les shapes, donc une source, c'est une shape qui a un seul outlet, un sync, c'est une source qui a un seul inlet. Après, on a des flow shapes donc, qui vont passer à travers, ou des flow shapes empilés, sous forme de BD shape, un dans un sens, un dans l'autre, ou des fan-in, des fan-out, des multiplexeurs ou mergers. Le materializer, c'est le truc le plus délicat à appréhender. C'est qu'est-ce qui va rester, on va dire pour l'instant, à la fin de votre exécution du stage. Donc, que va matérialiser votre stage? Donc, il peut ne rien matérialiser. Et forcément, quand on va combiner des stages, il va falloir qu'on choisisse qu'est-ce qu'on combine du résultat de cette... qu'est-ce que la combinaison de vos deux stages va matérialiser. Donc, on va pouvoir choisir de garder que la partie gauche, que la partie droite, les deux, et après choisir à la fin qu'est-ce qu'on matérialise. Je prends un exemple simple, et après
d'un sync qui s'appelle sync head option. Donc il porte assez bien son nom, il va prendre un flow, il va vous sortir que le premier élément. Il va vouloir matérialiser ce premier élément. Donc ça se fait comme ça, hein. On a une source, peu importe. Tout ça, ça arrive dans le sync, il sort que le premier, et ça, on peut le récupérer pour en faire quelque chose, si on veut en faire quelque chose dans notre code client. Donc on a la shape qui apparaît dans ce graph stage, forcément, elle apparaît donc dans le type paramétré et donc dans le code. La promise, parce que il s'avère que là c'est une future, parce que c'est un truc async qui va éventuellement, donc c'est une option, vous sortir quelque chose. Et la logique de ce traitement. Très simple. Donc, au début, votre sync, il démarre, mais il commence à tirer sur le stream, parce qu'il faut bien que quelqu'un tire quelque chose un jour. Si quelque chose arrive, le onPush est invoqué, donc on complète la future, on complète le stage, tout le monde est content. Si le stage, le upstream s'arrête, parce qu'il n'y avait rien, votre stream était vide, ben pareil, ce callback va être invoqué, on complète la future en on, et on complète le stage qui est succès, parce qu'il n'y avait rien. Donc c'est fini, vous avez votre option qui est votre premier élément du flow, qui est extrait, et vous en faites ce que vous voulez dans votre code. Ça, c'est comme ça que c'est utilisé dans l'API Castream. On voit qu'on a le head option stage. À partir de ce stage, on crée un sync. C'est ni plus ni moins que ça, c'est pas non plus... Utilisation, ben voilà, hein, vous avez une source de 1 à 10, on run dans ce sync, il va sortir 1. Hein. C'est un exemple trivial, mais qui illustre bien le truc. Bon, les connecteurs, c'est bien, mais ça, il y a pas mal de contraintes. Là, je vous ai montré les boulettes que j'ai fait régulièrement pour arriver à avoir un truc qui fonctionne. C'est lié tout ça à la concurrence, pour arriver, parce que c'est des fréquences qui vont un peu vite. Par contre, des éléments qui vont assez vite. Et donc, on va avoir des problèmes de thread safety, forcément, liés aux API bloquantes ou non bloquantes qu'on va utiliser. Quand est-ce qu'on veut arrêter notre stage? Parce que comme des fois, quand tout est async, c'est async, c'est parti dans les exécuteurs, mais on ne sait pas où, quand il faut s'arrêter. Et les buffers. Quand on a des buffers, il faut falloir les contenir, sinon ça peut faire exploser la mémoire ou d'autres choses. Donc le thread safety, quand on fait du AK et du AK-stream, normalement, ce n'est pas un concern, puisque c'est by design, c'est event-based, on ne manipule pas les threads. Nous, quand on fait des connecteurs, vers d'autres API tierces, ces API tierces ne sont pas dans AK, elles ont leur thread à eux, leur modèle de threading. Forcément, il va falloir synchroniser un peu tout ce petit monde. Donc la notion d'async callback, qui arrive très rapidement quand on veut faire des composants pour AK-stream. Donc un async callback, c'est quelque chose qui va permettre pas de réunifier, mais de réunir un peu nos threads. Le thread d'AKStream, qui fait sa vie, qui a son ensemble d'événements qu'il va traiter. Une méthode qui existe, qu'on a dans notre stage, je vais l'appeler handle, bon, l'exemple n'est pas terrible, je sais bien que je vois ça. C'est une méthode qui existe dans ce composant. On veut pouvoir l'invoquer à partir d'un thread d'une autre librairie. Au hasard, moi j'étais sur Geode, mais ça pourrait être un exécuteur quelconque. Donc, vous avez une future qui va être complétée, quelque part. Et naïvement, ce qu'on veut, c'est invoquer cette méthode handle de ce côté-là. Bon, sans être un grand génie de la programmation parallèle, ça, c'est une très mauvaise idée, hein, parce que ça va... problème de race condition, de STM, de visibilité de mémoire, il ne faut pas le faire, on ne le fait jamais. Hein, on se fait engueuler rapidement, normalement. Ou alors, on se fait engueuler par la prod. Donc, au lieu de ça, l'API de GraphLogic fournit un mécanisme excessivement simple via ce que vous appelez des async callback. Vous avez une méthode comme ça, getAsyncCallback, que vous pouvez invoquer à partir d'autres stage, lui filer une lambda. Là, la lambda, elle fait que forwarder l'appel à la méthode que je veux invoquer via ce handle. Donc, on remplace l'invocation directe qui était formellement interdite par une invocation de ce callback, comme ça. Maintenant, quand votre thread s'exécute, reçoit ses events, les traite, fait ce qu'il veut, ce callback va être invoqué, il va rajouter du coup un appel dans la pile d'exécution, pas la pile d'exécution, mais dans le flow d'événements que lui va traiter, dans son thread, proprement, gentiment, sans rien de plus avoir à faire. Ça se déroule tranquillement, et puis à la fin, l'exécution va être faite dans le thread AKStream, proprement, sans que vous ayez à manipuler de sémaphore, de link, de synchronisation, ce qu'on veut.
Parce que ce n'est pas le but du jeu. On peut faire du parallèle en synchronisant, mais après, on ne veut pas synchroniser. Donc, Akastream, ils savent le faire, c'est fait de manière assez optimale. Par contre, ça veut dire qu'il y a quand même un bon petit délai entre l'invocation de gauche et le moment où ça va arriver dans le traitement. Il y a un petit délai qui est... Si votre flow est sous pression, des fois on le voit, ça prend quelques secondes. Ça peut prendre quelques secondes. L'autre problème que j'ai rencontré, c'est le fait qu'on utilise des API non bloquantes. Enfin, lorsqu'on va utiliser des API non bloquantes, qui veut dire que le traitement se fait dans le futur, puis hop, on a un callback qui est invoqué quand c'est rendu. Donc forcément, il va falloir, nous, arrêter le stage. Le stage, on doit le compléter, si ça complète, du moins, parce que pas forcément quand ça complète. Donc quand est-ce qu'on complète? Parce qu'on a balancé des futurs dans l'espace. Mais bon, pour illustrer rapidement, hein, donc on a notre source, un sync qui va recevoir ces events. Ils vont partir dans votre base de données, votre data store, ce que vous voulez. Et puis à un moment, il n'y en a plus qu'un. Il passe de l'autre côté, s'il veut. Voilà. Et donc ça va invoquer dans votre stage, dans le sync, le on-upstream finish. Okay, le stream du dessus a marqué qu'il avait complété. À ce moment-là, vous avez encore des futurs qui sont partis dans l'espace. Il ne faut pas couper le stage maintenant. Il faut s'assurer qu'on ait fini le travail, sinon ça va les tests, ils vont dire, il manque des données dans mon test. Donc, on va les compter. Hein. On va les compter, on va utiliser des structures qui sont thread concurrentes, bon, compatibles avec le multithreading. Donc, au hasard, un atomic integer. On a un async callback, comme tout à l'heure, qui va s'occuper de compléter le stage quand il aura rempli ses critères, à savoir que le upstream est fini, est fermé, pardon, et que je n'ai plus de futur en attente de traitement, de complétion. Pardon. Bon, là, de quoi on s'en fout, c'est pour flaguer que l'upstream est fermé. Donc là, au-dessus, ici, hop, quand tout est fini, on complète le stage, donc ça va arrêter le traitement et rendre dans la main éventuellement à celui qui écoute la fin de votre run. Côté futur, c'est la partie qui envoie le boulot là c'était du druide pour donc, un cube asynchrone, enfin un cube big data. C'est Finagle, alors c'est des API de Twitter, c'est pas des futurs à la Java, mais on s'y retrouve un petit peu. On a une promise, parce que encore mon composant était asynchrone. Et donc, ça c'est quand on envoie les éléments à la base de données. C'est l'équivalent de futur qui va, bon, qu'elle va avoir dans la main quand elle a fini ou quand elle n'a pas fini. Et donc ici, le ensure, c'est plus ce que c'est dans ce cas-là, pour s'assurer qu'on passe systématiquement, c'est comme le finally en Java, j'ai plus le terme. Donc on va toujours passer dans ce bloc-là. Dans ce bloc-là, on décrémente notre compteur et on vérifie si par hasard c'est pas fini. Si c'est fini, on invoque le callback de finition sorry? Finally, thank you. Et voilà, ben ça c'est jamais que pour écrire dans une data source, enfin une data sync asynchrone, ben vous n'avez pas plus à faire, hein, d'accord? Il faut juste synchroniser les futurs que vous avez balancés, et voilà. C'est pas... Le cas le plus simple, c'est quand vous avez une base de données qui ne vous fournit pas de driver asynchrone, de driver non bloquant. Alors c'est simple, oui non, parce que comme c'est bloquant, on va bloquer le thread Akastream. Ce qui ne va pas être apprécié par les autres personnes qui utilisent Akastream. Donc ça, on ne le fait pas. On peut gérer, si on veut, son pool de thread à soi. Et on se fait engueuler par les reviewers parce que c'est prévu. Il faut juste utiliser un dispatcher dédié qui, lui, s'occupe, il sait que c'est des tâches qui sont longues, donc il ne va pas bloquer le thread bloquant, le thread de Akastream. Vous obtenez un itérateur. En base de données, ce serait par exemple un résul set. On a fait la base de données, la requête JDBC. On a le bon gros résul set là, qu'on va taper dessus. Côté logique sur le on-pool de votre stream, ben vous itérez sur le résultat, comme vous l'aurez fait dans n'importe quel langage. Tant qu'il y a quelque chose, quand c'est fini, on complète le stage, et that's it. Simple. Là, le truc qui m'a donné le plus de fil à retordre, clairement, c'est la partie back pressure avec les buffers, lorsqu'on va utiliser des buffers. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Sur la... Enfin, pour moi, c'était plus compliqué, en tout cas. Sur la gauche, vous avez... l'autre gauche, sur la droite, vous avez
donc un callback qui va être invoqué par un driver qui va être invoqué à chaque fois qu'il y a un nouvel élément dans une data source. Ça pourrait être, bon, c'était pour Geode encore une fois, ça pourrait être n'importe quoi, je sais pas, bon, un de l'asynchrone, qui donc va être invoqué plusieurs fois. Donc ça va invoquer un async callback toujours, les async callback il y en a partout, dès qu'on veut utiliser des API tierces, qui est tout en haut, et qui va enqueuer mon event pour le faire suivre dans le flow lorsqu'il y aura la place, lorsqu'on me demandera lorsqu'un élément sera tiré par en bas. Donc, donc ça c'est bien. Alors au début j'avais fait comme ça, j'étais tout content. Ça marchait dans mes tests unitaires sur mes 1000, 2000 et 3000 éléments, quoi. Puis j'ai commité ça, puis on m'avait fait ouais, c'est bien, mais si d'un coup la back pressure en dessous s'applique, autrement dit ça rame, enfin ça ralentit en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma queue ici, elle va monter, puis tôt ou tard, il va y avoir un petit disorder normal, quoi. Ben ça, pareil, c'est excessivement simple. On va utiliser un sémaphore. Je ne sais pas s'il y a un sémaphore. Je vois ça. Donc, par exemple, je suis trop rapide. Donc, on va utiliser un sémaphore. Dans le processus des sémaphores, c'est des compteurs qui sont thread safe. Donc, ils ne vont pas faire tout n'importe quoi. Côté driver, avant d'invoquer dans le thread du driver, on tire un jeton. Donc, on a une dizaine. Donc, ça va décrémenter, ça va être bloquant, on appelle bloquant, mais qui va bloquer le thread du driver. C'est pas mon problème, hein, c'est le problème du driver. Et côté AKStream, lorsque quelqu'un a... Bon, c'est sur le onPool qui est au-dessus, en fait. Hein. Quand quelqu'un va tirer en bas, ça va invoquer le onPool, et tôt ou tard, moi, je vais voir si j'ai quelque chose dans ma queue, et si j'ai quelque chose, je vais le pousser dans la queue, et au passage, je vais réaliser un sémaphore. Ce qui va éventuellement débloquer le thread du driver et roule ma poule. Donc ça, c'est une source back pressurée. Ben, c'est ni plus ni moins que ça. Je m'imaginais la chose bien plus compliquée, personnellement, avant de le faire. Bon, c'était un peu rapide, comme d'hab. Et au-delà de ça, sur ce projet, ça va vraiment être une contribution intéressante parce que d'une part, le onboarding, il est au top. Le projet, vous check-outez, vous avez vraiment ce qu'il faut comme élément. Le build est propre, maintenu par des gens qui sont vraiment très au courant de la stack. C'est documenté comme il faut. Les reviews sont rapides, gentilles, hein, bienveillantes. C'est bien de ne pas se faire allumer quand on fait des bêtises, quoi. Et en plus, c'est une bonne expérience pour tout ce qui était concurrence sur des systèmes un peu pressurés, parce que forcément, là, ça va très vite. Hein, quand vous avez du Kafka qui est derrière, les race conditions, elles y sont. Hein, on n'est pas trop tard en trouver une. Hein, pas besoin de tester de manière compliquée, ça marche vite. Quelques références. Après, bon, parce que j'ai du temps, il y a eu alors le spectre de composants qui tournent sur Alpaca, ça va des bases de données, hein, pour attaquer du stick avec ça. Ça va les différentes, les HBase, les couches base, moi je suis en train de faire un composant pour Neo4j, pour MQTT, pour les queuing divers et variés. Donc c'est vraiment tout. Si vous avez une base de données qui vous tient à cœur, il ne faut vraiment pas hésiter à contribuer à ce projet. Parce que c'est le succès d'AKStream, c'est quand même un bon framework, il faut pouvoir avoir des data sources, hein, pour pouvoir interagir avec. Il ne faut vraiment pas hésiter. La communauté est vraiment plus qu'accueillante et bienveillante sur ce sujet. Il y a plein d'exemples sur toutes les data sources. Donc en adaptant un petit peu les spécificités de votre base de données, vous arriverez rapidement à faire un composant. C'est un bon petit point sur le CV. Sur une partie je trouve assez intéressante, surprenante, c'est que là, j'ai voulu contribuer sur un projet sur Neo4j, pour écrire dans Neo4j. Et la question de savoir, c'est de distinguer la partie connexion à votre base de données de la partie sérialisation. Il y a des cas comme ça où ils sont un peu tatillons, quoi. Ils ne veulent pas avoir trop de dépendance forte sur le client de votre connecteur. Donc il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'avais sur le connecteur pour Geode, je me suis amusé, il faut dire ce qu'il y a, avec Shapeless,
pour faire un connecteur, un serializer dédié. Donc vous pouvez très bien utiliser du shapeless quoi, quand vous avez un format de serialisation qui est un peu avec beaucoup de code, comme on dit, de boilerplate, enfin, beaucoup de code à taper, mais vous pouvez très bien utiliser des librairies comme shapeless pour faire votre serializer automatiquement. Ça marche très bien. Et je vous invite à checker le code, il est assez marrant. C'est un cas d'utilisation de shapeless qui est assez simple et qui est assez marrant. Donc, je suis à combien là? 5 minutes. Je peux prendre des questions si vous avez des questions ou au fil de l'eau, ou comme vous voulez. No questions. Personne n'a rien compris ou, ou pas? Ça peut être qu'une source, ça peut être qu'une source. Ouais, si tu veux faire, tout le monde commence comme ça. On fait souvent la lecture, c'est le plus simple. Et après, quand quelqu'un va te faire l'écriture, ou tu vas pouvoir le faire plus tard quand on aura besoin. Moi je l'ai fait comme ça. J'ai besoin d'un truc, je l'ai fait. Ça permet de se faire reviewer par les gens. Quand on fait des bêtises, ils te disent rapidement. Quoi. Puis après, bon, ça se fait au fil de l'eau. Il n'y a pas d'obligation à faire tout. Par contre, ils sont assez tatillons pour que ce soit fait en Java et en Scala. L'inverse, en Scala, les deux quoi. Parce que, bon, c'est pas. Ça a évolué Java 8 quand même. Franchement, ça a permis de se rendre compte que c'est plus aussi verbeux que. Non, je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ah ouais, juste. Oui, ouais, c'est juste que quand tu vas l'invoquer, tu vas pas faire écrire un truc pourri. Ton singleton, tes objets en Scala, ils ont une sale bouille en Java quand même. Quoi. Donc, c'est voilà, pour que ce soit user-friendly des deux côtés. Par exemple, moi sur Geode, j'ai utilisé Shapeless pour faire mes serializers. Shapeless en Java, ça coupe net. Hein, donc il faut faire la partie qui est que pour Java, c'est un Shapeless. En fin de compte, c'est bien aussi parce que ça permet aux gens qui vont faire du Scala d'utiliser leur serializer custom. Parce que mon MP Shapeless, elle est générale, elle n'est pas forcément pour tous les cas. J'ai pas fait des coproducts, hein, vous avez vu ça. J'ai pas compris encore. J'ai compris tout à l'heure, donc je vais le faire. Pour ça, c'est des caisses classes qui étaient simples, quoi. C'était des Peugeot, quoi. Donc voilà. Mais vraiment, je vous invite vraiment, si vous avez des data sources qui ne sont pas utilisables avec ça, à faire le pas, quoi. C'est une PR, c'est du GitHub, c'est du classique, donc je pense que vous savez tous faire ça, quoi. Et c'est un bug, ils vont vous dire si ça plaît, ça plaît pas. Franchement, ils disent oui à tout le monde, quoi. Après une petite PR, ça review et ça. Voilà, faut pas avoir peur. Le syndrome de l'imposteur, il faut arriver à l'évacuer un peu rapidement parce que c'est dans l'intérieur. Pardon. T'as montré comment faire la backfeature sur une source, mais sur un site, ça va fonctionner de la même façon aussi Bah ouais. C'est-à-dire c'était la backfeature pour un sync, mais ton sync, oui, c'est pareil. Si c'est bloquant, tu as une future, donc toi, tu vas bloquer tant que c'est pas parti, parce que pour la partie, à partir où tu as un buffer, c'est pas si tu gères un buffer ou pas en fait hein, aussi. Non, parce que ouais, mais toi, là c'est le truc, c'est que pour le sync, la backpressure elle vient du haut quoi. On te pousse des trucs que quand toi tu l'as demandé réellement. Donc si tu bloques en bas, bon, pas. Après, je dis ça comme ça au pied levé, mais ça se calcule. Ça doit pouvoir être s'adapter pareillement. Hein. Je pense pas que j'ai pas la prétention d'être un expert de backpressure sur le sujet quoi. Voilà. Merci.